nous sommes le jeudi 4 juin 2020 et il sonne 11h et nous sommes heureux de nous connecter à vous. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous qui nous écoutez à vos domiciles, à vos bureaux ou bien à bord de vos véhicules, même un peu dans vos champs, que ce soit à Lomé ici sur Canal FM, à Anéro sur Radio Lumière, à Sokodé par le biais de Central FM, à Bassar sur Radio Daoul, à Niamtougou avec Radio Sama FM, à Dapan avec Radio Courtoisie ou au sein de la diaspora par le biais des radios numériques Eben Radio, Radio Gameli ou encore sur l'application de Canal FM. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à notre émission quotidienne. À la technique d'Atevi Thomas, Michel Vitogbe Tomenga, Géraud Dakoucha. Ici au micro par l'ordre d'arrivée, Michel Sarakawa Balo Tchadja. Bonjour. Bonjour, bonjour à nos amis auditeurs, auditrices, bonjour à nos amis techniciens, bonjour à Elom, et puis qui me permet de m'acquitter d'un devoir parce que la dernière fois j'étais pas là, c'était un peu souffrant lorsque tu as annoncé la nouvelle. Je pense qu'il y a certains qui m'ont appelé pour savoir de quoi il était question à l'intérieur ici du Togo, mais à l'extérieur aussi. Il y a nos amis, deux amis qui sont aux États-Unis, qui suivent vraiment nos émissions régulièrement et qui m'ont écrit directement pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et bon, je leur ai dit non, que c'était juste... J'avais rassuré que vous n'avez pas le coronavirus. C'était juste une fatigue. Bon, c'était pas une maladie en tant que telle. Et que je vais me servir de ce micro pour leur dire merci. C'est toujours bien de dire merci à quelqu'un qui nourrit à votre attention une intention bienveillante. C'est pas Elam Atichogbe qui va nous démentir. Non, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Canal FM. Bonjour à tous ceux qui prennent plaisir à nous écouter chaque jeudi. Et coucou spécial à tous ceux qui nous écoutent du côté de la diaspora. Et ce matin, j'ai une pensée à l'égard de tous les surveillants de l'administration pénitentiaire. Nous allons peut-être parler de... Eh bien, nous attendons encore voire deux confrères qui vont nous rejoindre. Et au menu du club de la presse aujourd'hui, nous allons revenir encore sur la disparition du grand maître Agboibo. Mais nous allons parcourir aussi les derniers chiffres de la riposte à la Covid-19, surtout un sujet qui suscite tant de commentaires, c'est la reprise envisagée ou imminente des cours. Nous allons en parler avec un autre confrère, le troisième qui vient de nous rejoindre, Magloire Teko Kenvi. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères autour de la table et bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent naturellement sur la 93.5 MHz. Merci, c'est parti avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est le Dalai Lama qui nous rappelle que l'important est de faire de son mieux. L'important est de faire de son mieux. Vous rappelez ce que nous disait ici déjà Monseigneur Nicodème Bariga, qui présidait la CVJR, fais ta part et fais le bien. Ici au Club de la Presse, nous allons faire l'effort de vous servir des informations autant que possible vraies, des informations autant que possible utiles et des informations bienveillantes pour notre vie en société. Eh bien, Michel, Elom et Magloire, préservons la vie. La vie est un bien unique. Si vous la perdez, vous ne la retrouvez plus jamais. Juste avant d'entrer au studio, nous avons appris que le monde de la presse vient d'être frappé par la mort. Notre confrère François Kwame Amenignon, qui a fait ses preuves sur les antennes de Radio Nostalgie, avant que ce soit devenu Radio Légende, et qui a quitté Radio Nostalgie pour aller à Radio Zéphyr. Eh bien, ceux qui connaissent François savent que depuis ces derniers temps, il traînait certaines pathologies. Eh bien, depuis ce matin, François Kwame s'en est allé. Magloire, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie.
Oui, c'est quand même un peu triste cette nouvelle qui vient de tomber ce matin. François, il fait partie de nous, nos aînés, que nous avons suivis de loin quand on était déjà sur le campus, en tout cas amoureux et admirateur de la chose journalistique. J'avoue que il était pratiquement un idole, pas à savoir rock pour nous autres jeunes qui ambitionnons, n'est-ce pas, embrasser la carrière de journaliste parce qu'il faisait bien son métier. Et il y a pas longtemps, comme vous l'avez dit, depuis un moment, il avait une santé assez fragile. Il traînait certaines pathologies. Je me rappelle, on a terminé une émission ici il y a deux mois de cela, je crois, où je l'avais croisé en bas de la radio. Il me taquinait par rapport à un sujet que nous avions fait, en tout cas un sujet que nous avions traité, mis à la une de notre journal à l'époque quand il titre Cet homme est dangereux. Et on a rigolé ensemble et on s'est dit qu'on allait se voir pour discuter d'autres sujets. Malheureusement, je l'ai plus revu depuis lors. C'est ce matin, j'apprends son décès. C'est quand même triste. Il n'est pas aussi âgé que ça. Je ne crois pas qu'il ait atteint la cinquantaine. Malheureusement, il est parti. C'est pour dire que quand on est déjà assez vieux pour mourir, mais il faut travailler à faire en sorte que le peu de temps qu'on fasse sur cette terre, que la postérité, en tout cas, puisse retenir quelque chose de bien de nous. Et François, je crois que il a fait paix à son âme. Merci. François s'en est allé, mais la mort de François va reposer le problème de la sécurité sociale du journaliste. Quand François était malade ces derniers temps, il n'avait plus de salaire, il n'avait pas d'assurance maladie, il n'avait rien, il était obligé de faire le tour des confrères, des amis. Maintenant qu'il est mort, ses enfants et sa femme n'ont pas de couverture sociale. François, lui, s'en va, mais nous autres, quand nous partirons, quelle couverture sociale nous laisserons pour nos époux, nos épouses, veufs et veuves, et surtout nos orphelins? Adresse à l'endroit des organisations professionnelles des médias, des syndicats, mais également à chacun individuellement. Et pour terminer avec François, souffrez que je rends hommage à toute la presse, nous tous qui avons essayé d'accompagner un peu François dans ces derniers jours. Mais je voudrais avoir une intention particulière à la secrétaire générale de l'Union des journalistes indépendants du Togo, Patricia Adjisekou, qui était pratiquement la marraine de François. Patricia veillait à ce que François ait quelque chose à manger et un peu d'argent aussi pour payer ses médicaments. Patricia, François, depuis là où il se trouve, doit te dire merci. Et ces derniers temps, on dirait que c'est la série noire pour les figures historiques de l'opposition togolaise. Je viens de l'apprendre même ce matin avec retard que Kodjo Lucas Afanchao, grand expert comptable, l'un des premiers acteurs clés de la mouvance démocratique au Togo, fin des années 80, début des années 90, qui était également ancien secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Eh bien, Kodjo Lucas Afachao a rendu l'âme le 1er avril 2020. Ce n'était pas un poisson d'avril, il était bel et bien parti. Monsieur Afachao avait 82 ans. Et 11 jours après Afachao, c'est Edem Kodjo qui le suivait. Et puis 51 jours après, c'est Maître Yaovi Agboibo. Décidément, ça ressemble, ça ressemble à une sorte de série noire pour les figures historiques de l'opposition togolaise. Oui, effectivement, vous savez, depuis quelques semaines déjà, les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans le landerneau politique togolais. Vous avez bien fait de revenir sur le décès de ces personnalités de l'opposition togolaise qui ont quand même marqué ce parcours politique de leur empreinte. Quand vous prenez quelqu'un comme Edem Kodjo, paix à son âme, avec tout le bagage intellectuel qu'il dispose, qu'il a quand même amené à être secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, et qui a quand même permis à ce qu'il soit désigné par ses pairs de l'Union africaine comme médiateur ou facilitateur dans la crise
en République démocratique du Congo. Et quand vous prenez aujourd'hui quelqu'un comme Maître Yaovi Apollinaire Madi Agboibo, paix à son âme, qui est passé de Via Trépa il y a de cela quelques jours à la veille de la fête de Pentecôte, vous comprenez que le Togo est en train de perdre des personnalités qui ont quand même marqué cette histoire politique. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui me fait froid dans le dos, c'est que ces personnalités sont en train de disparaître sans vraiment laisser quelque chose pour la génération actuelle. Et c'est vrai que Edem Kodjo a quand même laissé quelques ouvrages à la disposition de l'humanité ou de nombreux lecteurs, mais ce ne sont pas des ouvrages qui parlent de leur mémoire, de ce qu'ils ont véritablement fait, de leur parcours, de leur lutte politique. Quand vous prenez quelqu'un comme Maître Yaovi Agboibo, qui est le pionnier de la lutte pour les droits de l'homme, qui a quand même mis au Togo le premier cabinet d'avocats dans ce pays, quelqu'un qui a marqué le comité d'action pour le renouveau de son sceau, l'homme à tout faire du quart, et quelqu'un qui véritablement est un grand juriste reconnu par beaucoup de personnes. Et quand vous lisez aussi ses œuvres, vous vous rendez compte qu'il n'a pas écrit ses mémoires pour cette génération qui, parmi laquelle il y a des gens qui ont véritablement envie d'embrasser la carrière politique et de connaître ce qu'on appelle la méthode. Merci. Et le dialogue. Pour cet appel aux leaders de commencer à temps à écrire leurs mémoires. Je sais que Edem Kodjo écrivait ses mémoires qui étaient pratiquement terminées avant sa mort. Je ne sais pas si Agboibo aussi y travaillait. Mais attention, les grands leaders charismatiques de l'opposition sont en train de s'en aller. Lucas Afachao, Edem Kodjo, Agboibo. Depuis quelque temps, on n'a plus, également, celui qui est parti il y a quand même plus de 20 ans, c'est Djobo Boukari, qui n'avait pas laissé non plus ses mémoires. Depuis quelque temps, on n'a plus des nouvelles de Zarifou, Aeva. Ninevi, professeur Ninevi se fait discret. Je ne sais pas si c'est des règles de santé ou bien si c'est sa discrétion légendaire. Gilkis Olympio, ce n'est plus la grande forme. Eh bien, attention, ces monuments de l'histoire démocratique de notre pays sont en train de s'en aller. C'est ce que vous nous rappelez également, Michel Tchadja, quand on aura le vainqueur écrit, après Edem Kodjo et après Afachao et Edem Kodjo, Agboibo n'est plus. Et le bâtisseur lui écrit que Edem Kodjo et Yaovi Agboibo sont allés mourir à Paris, faute d'hôpitaux adéquats ici au Togo. Michel. Oui, si tu as ajouté adéquat là, d'accord. Sinon, les hôpitaux, il y en a. Mais hôpitaux adéquats, peut-être pour prendre en charge certaines pathologies, peut-être chroniques, là oui. Et nous n'avons pas les dispositions, en tout cas le plateau technique qu'il faut pour faire face à certaines situations. Et aujourd'hui, le fait que les deux hommes politiques soient morts dans des hôpitaux, donc de l'autre côté, veut dire tout simplement que nous avons du chemin à se faire ici, parce que c'est vrai, nous allons peut-être dire merci en tout cas au coronavirus, parce que il y a du matériel qui arrive et qui continue par arriver. Peut-être que après Covid-19, nous aurons beaucoup plus un système sanitaire adapté, peut-être pour pouvoir prendre en charge les patients. Sinon, à l'heure où nous sommes, ce que dit le bâtisseur n'est pas faux. Nos hôpitaux, non seulement ne disposent pas le matériel adéquat, mais aussi l'accueil et les pratiques même dans les hôpitaux, ça laisse à désirer. Et malgré, comment vous l'appelez, la contractualisation qu'on a tant vanté, le chemin reste à faire, parce que jusque-là, les patients n'ont pas encore trouvé satisfaction. Je pense que il va falloir, avec la formation du futur gouvernement, penser effectivement à comment faire pour que ce ministère puisse être redynamisé, parce que celui qui est à la tête de ce ministère, ma foi,
il est HS actuellement, il a perdu le nord, il n'arrive plus à coordonner les choses comme... Vous êtes bien dur avec le professeur. Ah oui. Le soir, si vous m'invitez, je vais le répéter. Parce que ce professeur, tout le monde pensait que le fait qu'il soit des sérails, il allait apporter du nouveau. Ma foi, même avec la contestation, le problème demeure et le chef de l'État vraiment doit continuer à réfléchir pour donner satisfaction aux Togolais. Merci. Donc, et là, j'en viens maintenant au journal The Guardian qui écrit, lui, construction de l'hôpital Saint-Péregrin à Agoué. Le projet annoncé en pompe serait dans un coma profond et fatal. Ça, c'est le titre de The Guardian. Mais selon certaines personnes, on attend que la saison des pluies pour commencer à élever cet hôpital enfin, ce qui se fera en préfabriqué. Et notre source nous dit que c'est des travaux de terrassement sur ce terrain-là un peu humide qui ont retardé les travaux. Mais peut-être que la Caisse nationale de sécurité sociale, pourquoi pas le gouvernement, démentirait éventuellement cet article bien pessimiste de The Guardian. Toujours pour les hôpitaux, et le Mati Tchogbe, votre journal La Nouvelle Tribune, vous nous parlez du centre hospitalier universitaire Sylvain Sono Olympio dans la riposte au coronavirus. Votre titre laisse entendre que c'est la négligence. Vous écrivez, oui, un air de relâchement. Ce que vous dites avoir noté au sein du CHU Lomé Tokoé. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le plus grand centre hospitalier du Togo. Vous savez, quand nous sommes dans une situation de crise et que nos familles, nos proches sont obligés d'aller, vous savez, vous connaissez la situation à la maternité du CHU Sylvanus Olympio, vous connaissez la situation au service pédiatrie, vous connaissez la situation au service des prématurés. Et aujourd'hui, ce qui se passe, qui a fait tilt dans notre tête, c'est que quand vous allez aujourd'hui au service des prématurés où les femmes ou les mamans amènent leurs enfants ou leurs nouveau-nés en consultation, vous avez un rendez-vous. Déjà en rendez-vous, vous avez une cinquantaine de femmes qui viennent en consultation avec leurs nouveau-nés, mais qui sont assises côte à côte, sans respect de la distanciation sociale. Elles ont leur cache-nez et figurez-vous que parmi ces femmes, il y en a qui ne répondent pas au rendez-vous parce qu'elles évoquent le risque de contamination qu'il y a dans cet hôpital. Et quand les médecins donnent des rendez-vous à ces femmes qui ne viennent pas, alors les médecins ou les infirmiers se fâchent du fait qu'elles ne répondent ou elles ne respectent pas les heures de rendez-vous. Alors que les dames disent, quand nous venons, et nous avons publié l'image que vous pouvez voir facilement à la une de notre journal et dans l'article, vous allez voir des femmes qui sont assises côte à côte sans aucun respect de la distanciation sociale. Figurez-vous que si aujourd'hui une femme débarque avec son nouveau-né et que parmi ceux-là il y a une femme, un cas suspect, allez-y comprendre ce qui va se passer dans les minutes ou dans les jours qui vont suivre. Parce que toutes ces personnes qui vont venir en consultation le jour-là, elles vont repartir en famille. Et donc on va retracer tout ça. Et au-delà de ça, quand vous allez au niveau de la maternité, hier par exemple, il y a eu des clichés. Vous allez voir des gens qui sont allongés dehors, ils avaient même pas de cache-nez, ils discutaient tranquillement. Il y avait une agglutination là-bas, mais vous constatez qu'il y a un certain relâchement dans l'application des mesures barrières. Au-delà de ça, le dispositif de lave-main qu'il y a, un peu partout dans l'enceinte, il y en a qui ne fonctionnent pas, il y en a qui ne contiennent pas de l'eau. Et ce n'est plus systématique aujourd'hui le port de cache-nez dans le plus grand centre hospitalier du Togo, même si au service pneumo, on a isolé tous les médecins ou les infirmiers parce qu'il y avait un cas suspect déclaré. Même à la clinique du CHU aujourd'hui, on a isolé des infirmiers, on a fait venir d'autres personnes parce qu'il y avait un cas suspect qui a été déclaré là-bas. Donc, tous les infirmiers ont été mis en quarantaine. Maintenant, au niveau même des structures d'accueil, des structures d'isolement au centre hospitalier universitaire de Lomé, là où même on doit accueillir des cas suspects, c'est aux urgences portes. Vous rentrez dans l'enceinte, vous allez aux urgences portes dans le hall, il n'y a que 3 lits. Il n'y a que 3 lits là-bas. Dans le plus grand centre hospitalier du Togo, il n'y a pas de structure d'isolement. Ça, c'est extrêmement grave. Là, vous parlez bien du CHU Lomé Tokoé. Je parle du CHU Sylvanus Olympio. Et le directeur de l'hôpital, là, le colonel Adom, doit vous suivre. Hein. Oui, il me suit, mais ce n'est pas lui qui est responsable. On a un comité national de riposte. Mais entre le comité national de riposte à la lutte contre le Covid-19 et le directeur d'un centre hospitalier, qui est responsable de la lutte? Qui est responsable de la lutte?
Mais ce n'est pas la faute du directeur. Le directeur, là, lui, fait son travail. Il fait son travail, mais il y a une coordination nationale qui est censée coordonner toutes les activités. Et on a fait des propositions. Par le passé, sur ce plateau, tout le monde a parlé, a fait des propositions. Mais quand on se rend compte, parce qu'on avait déjà écrit que les matériels qui ont été envoyés vers les structures sanitaires étaient insuffisants. La coordination a rectifié le tir. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la capacité d'accueil, même, de ces structures pose problème. Du moment où quand vous prenez les groupes même qui sont chargés de faire, comment l'appelle-t-on, le diagnostic, dans chaque groupe, il y a un médecin, il y a un laborantin et il y a un hygiéniste. Et donc chaque personne a un rôle précis. Le laborantin pour le prélèvement, pour le laboratoire, pour détecter si c'est un cas confirmé ou non. L'hygiéniste pour assainir le lieu. Et le médecin pour diagnostiquer. Il n'y a pas d'infirmier parmi ce lot. Vous comprenez? Or, aujourd'hui en médecine, les médecins ont perdu la notion d'infirmerie. Et donc, quand vous envoyez les infirmiers vers des cas suspects, ils vous disent que non, moi je ne suis pas protégé, je ne suis pas couvert. Pourquoi vous voulez que moi j'aille traiter le patient suspect? Et donc, officiellement, il n'y a pas d'infirmiers dans les groupes qui sont censés aller vers des cas suspects et les traiter. Et donc, c'est un ensemble de problèmes qui se posent. Aujourd'hui, nous avons parlé du CHU Sylvanus Olympio parce que c'est le plus grand centre. Au-delà de tout, même quand vous allez dans une clinique privée, au final, on va vous envoyer vers le CHU Sylvanus Olympio. Et donc, il faut qu'au niveau de la coordination nationale, on rectifie le tir afin que nous puissions tous un air de relâchement au sein du CHU Sylvanus Olympio. Le colonel Adom et le colonel Djibril. Chacun pour sa part doit se sentir interpellé. Mais revenons à la série noire. Nous apprenons à l'instant même que Madame Adjoa Mivedor Aeva, ancienne sage-femme d'État et ancienne présidente de la Croix-Rouge togolaise, épouse ou bien veuve de l'ancien ministre Haïté Gachien Mivedor, vient de rendre l'âme aussi. Hier, nous avons parlé de l'ancien ministre Fofana Bakalawa, qui était également décédé et inhumé. Nous avons peut-être oublié Dr Amanya Singbe de l'UFC, qui est également n'est plus de ce monde. Donc c'est pour dire que les monuments historiques de l'opposition sont en train de s'en aller. Qu'est-ce qu'on fait pour le remplacement, d'autant plus que un journal attire un peu notre attention là-dessus. Je crois savoir que je vais trouver ce journal-là et nous y reviendrons. Voilà. Maintenant, revenons à Agboibo et nous nous sommes permis de sous-titrer Agboibo qui croule sous les hommages. Revue de presse avec Écho du Pays qui écrit: retour sur le parcours d'une icône de la démocratie togolaise. Liberté, pour sa part, nous publie un bel image du confrère Foli Sachivi, qui depuis l'Europe rend hommage à Maître Agboibo. Maître Yaovi Agboibo, un géant du prétoire et un engagé politique. C'est un hommage de Ekwe Sachivi, pardon. Ekwe Sachivi, confrère journaliste, qui se retrouve en Europe depuis quelques années. Donc, Ekwe Sachivi qui écrit: Maître Yaovi Agboibo, un géant du prétoire et un engagement politique. Je me permets de vous recommander cette tribune. Le changement, lui écrit: le Togo perd un grand combattant pour la liberté et la démocratie. Et Michel aura le vainqueur. Vous avez approché Madame Nakpa Polo, l'actuelle présidente de la CNDH, qui rend hommage également à Maître Agboibo. Madame Polo qui dit que Agboibo laisse le souvenir d'un défenseur infatigable de la dignité humaine. Michel? Ah oui, ce n'est pas faux. Je pense que là, j'ai trouvé les justes mots pour rendre hommage à ces géants de la politique togolaise. Dans le lendemain politique togolais, il faut reconnaître que Agboibo occupe une place importante de par son parcours, parce que les petits grains de liberté que les Togolais ont acquis dans les années 90, c'est en partie grâce à Maître Agboibo, où ce n'était pas aussi évident parce que à l'époque, face au plomb de la dictature qui était en place,
c'était difficile à n'importe qui de pouvoir oser affronter, en tout cas, le pouvoir à l'époque. Et Maître Gbagbo a osé, qui a réclamé beaucoup de choses jusqu'à l'amnistie, qui a permis le retour général, qui a permis le retour des venus d'Europe, je sais pas, d'Amérique, qui vraiment disons, ceux qui avaient des raisons de s'exiler du pays, du pays qui ont pu participer à la conférence nationale. Donc, disons que avec son association à l'époque, le phare, il est arrivé à arracher au président Yadema beaucoup de concessions, ce qui fait que aujourd'hui, dans l'opinion, en tout cas pour ceux qui connaissent l'homme, c'est que il a une intelligence politique qui l'a permis de pouvoir vraiment faire face à des situations difficiles à l'époque. Malheureusement, qui n'a pas été compris ou bien qu'il a été trahi par moment par ses propres frères de lutte, ce qui fait que la tenance que Maître Gbagbo a voulu voir de ses deux yeux avant de quitter, il l'a pas vu en tant que tel. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est de prier pour lui, pour que là où il est, que son âme repose en paix. Merci. The Guardian également qui écrit, qui titre « Je retiens de l'homme un politicien très cultivé, rusé et très dense ». Il faut rappeler que Gbagbo a été l'un des pionniers, il avait sûrement des camarades à ses côtés. La liberté d'association, la liberté politique, la liberté de presse, je me rappellerai toujours que c'était la CNDH qui avait émis le premier journal privé, Écho de la CNDH, et je me plais à rappeler que Gbagbo avait été le président de la CNDH, mais il avait comme vice-président un certain Aboudou Assouma, l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Il avait comme rapporteur une certaine Awa Nana Daboya, qui maintenant préside le HCRUN. Il avait comme secrétaire administratif un certain Artem Soliagodji, Aoumé Zounou. Chacun peut voir le parcours que nous faisons, que nous faisons depuis 30 ans. Alors, Magloire, Flammo, vous n'êtes pas indifférent à l'endroit de Gbagbo. Vous le consacrez toute la manchette de votre journal avec cette image, avec ce titre, Notre maître, 3 points de suspension. Ah oui, il le fallait parce qu'il le méritait également. Notre maître s'en est allé tout simplement pour dire que nous l'avions relevé en tout cas en tout début d'émission. Il fait quand même partie de ces Togolais-là, les toutes premières générations de Togolais à avoir embrassé la carrière d'avocat dans ce pays. Et il a traîné ce nom jusqu'à ce jour, au point où même en tout cas toutes les sphères décisionnelles, socio-politiques, quand vous arrivez, vous dites en même temps maître, tous les Togolais pensent directement à Gbagbo parce qu'il a gardé ce nom comme son propre nom. Et donc aujourd'hui, maître Gbagbo, il s'en est allé. Vous avez vu les hommages qui affluent de gauche à droite, ça prouve véritablement que l'homme, il n'a pas vécu inutilement. Il a fait ce qu'il pouvait faire tant sur le plan démocratique que sur le plan de la défense des droits humains. La CNDH, dont il a été le premier président entre 1987 et 1990, a rendu un témoignage vibrant, n'est-ce pas, un hommage vibrant à ceux qui lui disparu. L'actuel ministre en charge des droits de l'homme, M. Christian Trimois, a parlé d'un infatigable homme politique, l'un des pères de la démocratie togolaise. Ça dit tout ce que ça veut dire. Et J-Chris Olympio, qui fait partie également des acteurs de sa génération, dit que c'est le Togo qui vient de perdre un de ses dignes fils. Et au-delà de ça, il dit quand bien même que sur le plan politique, il n'arrive pas à s'entendre forcément sur tous les sujets, c'est quand même avec plaisir qu'il discute avec lui, parce qu'à chaque fois
que vous sortez d'une discussion avec lui, vous sortez avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est grand. Malheureusement, voyez-vous, le monsieur, il a été incompris sur toute la ligne. Oui, Magloire, il faut ajouter également le président de l'ANC, Fabre, qui témoigne de cette dernière rencontre, de cette dernier contact avec Feu Agboibo. Bien évidemment, et il a dit que, voyez-vous, ça aussi, ça prouve la grandeur de l'homme. Maître Agboibo qui se déplace et va chez monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est quand même un signe symbolique. Et ils ont discuté de l'actualité sociopolitique et d'après le récit fait par monsieur Jean-Pierre Fabre, il a dit qu'il va voyager, au retour ils vont continuer les discussions. Malheureusement, c'était un voyage de non-retour. Maintenant, quand vous voyez un peu la vie politique de l'homme, il n'a jamais abdiqué, hein. Vous allez voir, il a été combattu tant de l'intérieur tant de l'intérieur que de l'extérieur, mais il n'a jamais été découragé, il n'a jamais été incompris. Quelle formule il n'a pas initiée dans ce pays pour pouvoir permettre au Togo, n'est-ce pas, d'avoir en tout cas l'alternance politique que tout le monde souhaite, en tout cas de leur génération. Je me rappelle de la dernière en date, c'est quoi, en 2010, quand il parlait du déverrouillage des institutions de la... Non, il parlait d'abord de la co-gestion, de la co-gouvernance. Voilà. Et son dernier combat, c'était le déverrouillage des institutions de la République. Mais pourtant, quand il avait émis cette idée-là, beaucoup avaient également critiqué l'homme parce que il serait encore sorti de son couvent, de son laboratoire avec une formule magique dont il serait le seul bénéficiaire à la fin. Mais aujourd'hui, voyez-vous, tous les hommages que les acteurs politiques essaient de lui rendre aujourd'hui, moi je me dis, le plus important, oui, les hommages affluent, mais il faut savoir bénéficier de tout ça, du vivant de l'homme. Maintenant, l'homme, il est parti, paix à son âme, mais la grande question qu'on se pose aujourd'hui, que deviendra en tout cas le cas? Est-ce que là, je me rappelle un journal qui s'interrogeait, qui prendra désormais le volant du car? Voilà, et nous disons, le monsieur, tellement il a œuvré à ce que ce parti puisse exister, il a œuvré à ce qu'il puisse incarner, n'est-ce pas, une certaine vision à ce parti. Eh bien, nous, à notre rédaction, nous avons estimé que le plus bel hommage que ce parti peut rendre à Maître Agboibo, c'est de faire en sorte que ses idées puissent être pérennisément. Même et si sa vous vision regrettez que c'est une gloire à titre posthume qui est faite à Agboibo, je peux vous confier que c'était le mardi, j'ai eu le privilège de rencontrer un ministre de la République. On a échangé un peu, et parlant d'Agboibo, le ministre a dit que c'est vraiment dommage que c'est à la mort d'Agboibo que ses camarades de l'opposition lui reconnaissent tant de mérite. Et on va rappeler également ce mérite qui n'est pas des moindres, la dynamique Podjoro, signée de la plume même de Agboyome Kodjo, qui rend un hommage à Agboibo, alors que l'histoire retiendra que Agboibo a fait la prison pendant 7 mois suite à une plainte que Agboyome, à l'époque Premier ministre, avait porté contre Agboibo. Agboibo qui se plaignait des milices qui dévastaient la préfecture de Yoto, des milices qui auraient pour commanditaire et patron à Agboyome. Suite à ce procès retentissant, 3 jours de plaidoirie avec une 50aine d'avocats, mais le juge Petilebia à l'époque avait condamné Agboibo à la prison. Un dossier vide d'après les experts, mais quand même Agboyome qui rend hommage à Agboibo. L'histoire retiendra ça. Et puis nous terminons avec engagement qui revient lui aussi sur la vie de l'animal politique, son parcours et son combat. Et puis toujours ce confrère, l'engagement qui se demande quelle jeunesse après les ténors. Michel, voilà une question qu'on se pose. On a connu les Kodjo, les Agboibo, les Boukari, Djobo Boukari, Zarifwa Eva, Gilkis Olympio, Ninevi, avec leurs forces et leurs faiblesses. Maintenant, est-ce que la succession sera à la taille de ces monuments de l'opposition? C'est la grande question. Tu te rappelles, il y a de cela quelques mois, j'avais dit ici que j'appelais à la rébellion dans les partis politiques. Rébellion entre guillemets. Entre guillemets, dans les partis politiques. Parce que la jeunesse, personne ne viendra laisser
vous observez le pays, notre Togo, depuis 60 ans. Vous voyez comment la politique est faite, ce qui la pratique. Et donc, si dans tous les partis politiques, les jeunes ne s'organisent pas pour aller vraiment pour réclamer leur place, vous allez constater que les choses vont continuer, ceux qui sont là sont en place, et ils vont toujours continuer allègrement. Et il revient à la jeunesse. Quelqu'un a posé la question qui prendra le volant du car. Le volant du car. C'est une très belle question. Parce que, compte tenu de la carrière de Maître Agbouibo, on a l'impression qu'il est irremplaçable. Parce que on n'a pas vu émerger dans ce parti, parce qu'il y avait le maître, il y avait le président fondateur, et donc ce n'était pas permis à tout le monde, à la jeunesse, de s'exprimer comme cela se doit. Ce n'est pas au cas seul. Dans la plupart des partis politiques au Togo, les jeunes vraiment sont trop disciplinés, entre guillemets, parce que en politique, on ne vous laissera rien sur le plateau. C'est la lutte. Il faut que les jeunes s'organisent pour essayer de réclamer leur place. Réclamer leur place dans les partis politiques. Et c'est ça qui peut, vous savez, en politique, il y a l'indiscipline est autorisée en politique. Il faut mettre tout ça entre guillemets. Entre guillemets, oui, l'indiscipline est autorisée en politique parce que sinon, on va museler des gens qui ne vont jamais... En Afrique du Sud, Julius Malema, ce jeune-là, regardez là où il est aujourd'hui, s'il n'avait pas pris son courage à deux mains pour faire face aux dinosaures comme les Thabo Mbeki, les Jacob Zuma et autres, mais je pense, vous savez combien de sièges il a au Parlement aujourd'hui. Et sa place dans la vie politique sud-africaine, ça veut dire quelque part que, à un moment donné, il faut que les jeunes, on ne va jamais les remettre quoi que ce soit, c'est sur le plateau, donc c'est au prix de haute lutte. Merci pour Agbouibo. Il faut quand même rappeler que en 88, plutôt en 2008, Agbouibo avait cédé la tête du car à Pévon, mais il s'est cru obligé de revenir, ce qui fait que en 88, il avait été félicité pour avoir permis l'alternance dans son parti, mais quand il est revenu, il avait été sévèrement critiqué de nouveau. Et à ce niveau, un auditeur qui doit être de la mouvance présidentielle nous dit que, en tout cas, eux, du RPTA uni, ils arrivent à renouveler leur cadre. Donc, l'avenir est garanti. Et pour terminer avec les grandes figures du passé, ce serait injustice de ne pas saluer un certain maître Jovi Gali, avocat. Non, je voulais, avant que tu ne continues, oui. Tu as reçu un message, non? Oui. Du parti au pouvoir. Non, c'est un auditeur. C'est moi qui estime qu'il doit être proche du pouvoir. Ah oui, mais il faut qu'on lui réponde en même temps. Oui, même si au parti au pouvoir, ils arrivent à renouveler leur cadre. Ce n'est pas au rythme vous souhaitez. Il faut qu'on lui dise, l'auditeur là, il ne peut pas comprendre ça. Oui, ça n'est pas au rythme voulu. Voilà. Merci. Eh bien, donc, Elom, je voudrais également avoir une pensée à l'endroit de Maître Jovi Gali, un avocat qui n'a toujours pas sa langue dans sa poche. Je rappelle que c'est en 89, quand il avait animé une conférence au sein du Centre culturel américain, que Eyadema était tombé dans une fureur terrible. Ce geste aussi participe à l'amorce de notre mouvement démocratique. Jovi Gali, dont la santé n'est pas des meilleures, eh bien, s'il nous suit, maître, salut. Et là? Oui, Michel a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure par rapport à la succession dans les partis politiques. Disons plutôt au renouvellement des cadres dans les partis. Oui, au renouvellement, parce que ça fait longtemps qu'il y a des dinosaures qui sont là, depuis 90, ceux même qui ont participé à la conférence nationale souveraine, qui sont toujours aux affaires. Il n'y a pas quand même une certaine émulation de la jeunesse dans les partis politiques. Mais tout ça, ça pose un autre débat. Comment fonctionnent véritablement les partis politiques au Togo? Quand le parti politique repose exclusivement sur le président, c'est lui qui fait tout. Président fondateur. Président fondateur, c'est lui qui fait tout. Si on veut aller... Ils ne sont pas au Gondwana, hein. Oui, mais si. C'est ça. Oui, mais si on doit prendre un Zémédian pour aller à une conférence, c'est lui qui donne l'argent. Si on doit se déplacer, c'est lui qui fait tout. Si on doit payer de l'eau, c'est lui qui doit sortir de l'argent. Si on doit photocopier un document ou un communiqué du parti, c'est lui qui met la main à la poche. Mais si c'est lui qui fait tout finalement, quel jeune va oser aller se présenter devant le président pour dire qu'il n'est pas d'accord avec sa ligne? Mais ça pose le problème. C'est-à-dire que dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle des cotisations.
combien de membres des partis cotisent réellement. Parce que moi, si je suis à jour de mes cotisations, je peux faire valoir mes droits. Et je peux revendiquer fièrement devant le président que je ne suis pas d'accord par rapport à une ligne. Mais interrogez-vous quand vous allez dans les partis politiques aujourd'hui. Combien cotisent véritablement? Donc, en fait, ça pose le débat sous l'angle aussi de la représentation de ces partis dans les instances électorales. Et comme vous le voyez maintenant, vous avez plusieurs informations où des présidents de partis envoient des représentants au niveau de la CENI et des CELI, moyennant quelque chose, où on vous dit que si vous êtes élu député, vous payez 60% au président ou 70% de votre salaire au président. Au président et au parti. Non, le président se confond parti dans le fonctionnement des partis au Togo. On ne peut pas dissocier aujourd'hui au Togo, au sein des partis politiques, le président du parti. C'est-à-dire, quand Michel l'a dit, si on veut faire photocopie d'un communiqué, c'est le président qui sort l'argent. Si on doit aller ici payer de l'eau, c'est le président. Bon, finalement, on a du mal à faire la distinction entre la caisse du parti et la poche du président. Et donc, tout ce régime au président, si vous envoyez un représentant à la CENI et que vous lui prenez 60%, en fait, eux-mêmes disent 10% au parti. Mais en réalité, ils prennent plus de 10%, ils prennent plus de la moitié même du salaire du représentant de la CENI. Même dans les CELI, où les VP sont à 200 000 francs et les rapporteurs sont à 180 000, il y a des partis qui prennent 40 000 francs, 80 000 francs du salaire à la fin du mois. Et le président fait injonction même c'est-à-dire aux représentants. Si vous allez voir des messages où les présidents de partis font injonction à leurs représentants de verser la partie là, enfin, demain ou après-demain. Je dis, il y a des messages. Moi, j'en ai lu, en tout cas. Et donc, quand vous avez de ce genre de comportement, mais les jeunes ne doivent pas s'étonner de rester bras croisés. Parce que c'est aujourd'hui, que Michel l'a dit, en Afrique du Sud, qui ont eu le courage, l'audace de revendiquer, c'est parce qu'ils étaient véritablement assis. C'est parce qu'ils avaient toute la carrure qu'il fallait. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous voyez les RHDP, où il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le président Ouattara, et par rapport à la conduite du parti, mais ils ont parti tête haute. Et ils sont pas d'accord, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et donc, c'est parce que véritablement, ils ont une certaine carrière, ils disent que oui, nous ne sommes pas d'accord par rapport à la façon dont le pays est géré, par rapport à la modification de la Constitution. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Et donc, ils ont pris les responsabilités. Maintenant, les jeunes, qui malgré tout ça sont là, c'est parce que ils y tirent leur intérêt et ils ne veulent véritablement pas provoquer le débat. Et un auditeur répond à Michel que c'est la capacité financière qui peut permettre l'indiscipline, entre guillemets, des jeunes à l'endroit de leurs leaders de partis politiques. Merci. Maintenant, rappelons juste les derniers chiffres de la Covid-19 tels que je les ai captés au journal télévisé hier. Eh bien, jusqu'à hier, le Togo a fait plus de 21 000 tests de dépistage. Quand vous savez que un test coûte autour de 125 €, vous convertissez en francs CFA fois plus de 21 000, ce que ça a pu coûter aux contribuables togolais. Eh bien, hier, on avait 452 cas avérés. Les guérisons qui augmentent jusqu'à 236. Nous sommes encore à 3 décès, 23 cas qui étaient suivis. Mais encore une fois, ma gloire, ces chiffres qui porteraient stabilisation des contaminations ne doivent pas nous perdre. La vigilance, toujours être prudent, observer les gestes barrières, porter la bavette comme nous le faisons dans ce studio, observer la distanciation sociale, se laver régulièrement les mains quand on revient d'une course. Et quand on sort également d'une entité, il faut se lever les mains plusieurs fois et puis éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche qui sont les canaux de transmission du virus. On n'aura jamais assez fait de rappeler ces mesures, ma gloire. Bien évidemment, aujourd'hui c'est le seul prix à payer. Les mesures barrières, il faut les respecter de façon religieuse. Et donc, comme vous l'avez dit, au moins la bonne note aujourd'hui, c'est qu'on a une stabilisation, n'est-ce pas? Enfin, je paraphrase le professeur Djibril. Voilà, qui est le premier responsable, la personne en tout cas quand même mieux placée pour nous parler des chiffres. Et donc, on le prend au mot quand il dit que les chiffres se stabilisent.
nous on prend hâte et on s'en réjouit. Mais s'agissant surtout de l'aspect relâchement, nous l'avons déjà écrit dans nos parutions de la semaine dernière, que on sent, n'est-ce pas, cette banalisation-là, ce relâchement, cette inconscience-là qui gagne du terrain au niveau de la masse. Parce que moi, honnêtement, je comprends pas que vous descendez dans les quartiers à ce jour, vous verrez encore des jeunes jouer au foot. Moi, je comprends pas. Et au même moment, je sais qu'il y a une force, par exemple, dédiée spécialement à régulariser, n'est-ce pas, la situation actuellement. Et donc, quand tout ça se déroule et que je ne vois pas, par exemple, c'est un exemple, parce que les responsabilités sont partagées, que je ne vois pas les forces de la, en tout cas les éléments de la FOSAP intervenir quand les jeunes jouent. Les samedis, surtout Sasgaou, vous descendez dans les rues, vous verrez plein de gens jouer au foot les samedis. On se dit, si les gens n'arrivent pas à prendre conscience, mais que force soit donnée à la loi. Et donc, moi, je me dis, d'accord, les choses sont en train d'évoluer petitement, mais ce qui est important, c'est qu'on doit mettre l'accent sur la sensibilisation. Par exemple, au niveau des villages aujourd'hui, il y a beaucoup de villages dans lesquels on croit toujours que cette maladie, c'est de l'arnaque, c'est-à-dire que ça n'existe pas. J'ai des cas typiques dont je ne pourrais pas parler ici, mais quand vous arrivez là-bas aujourd'hui et vous parlez aux gens du coronavirus, on vous prend peut-être pour c'est pas quelqu'un qui vient de descendre d'une autre planète. Et donc moi je me dis, j'estime que c'est parce que les gens n'ont vraiment pas l'information nécessaire et qu'il faut utiliser toutes les ressources que nous avons aujourd'hui, tant humaines, logistiques et financières, pour informer les gens. Et c'est justement d'ailleurs pourquoi moi personnellement j'ai vu une image circuler depuis hier, ça m'a un peu choqué. Par exemple, on sait, ce n'est pas une mauvaise publicité, mais on sait hier, par exemple, l'université de Lomé a signé un partenariat avec l'ANVT, l'Agence nationale de volontariat. Mais grande a été ma surprise de voir qu'à la fin de la cérémonie, le président de l'université, professeur Kokoroko, et le directeur de l'ANVT se sont serrés les mains. Moi, ça m'a tiqué. Ah, vous avez vu ça? Ah bien sûr. Hier seulement, hier mercredi. Vous étiez sur les lieux? Je n'y étais pas, mais j'ai des confrères qui étaient là, qui m'ont envoyé parce que je ne le cache pas, je devais traiter l'information, mais ça m'a tiqué. Je me dis, oui, on a les gels hydroalcooliques, on a respecté peut-être la distanciation sociale, mais jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement n'a pas encore levé les mesures barrières. Et on n'a pas une raison fiable à me donner aujourd'hui qui en tout cas, sous-tend le fait que le président de l'université de Lomé, le plus grand temple du savoir de notre pays, et le président, en tout cas le directeur de l'ANVT, puisse se permettre cette largesse-là. Moi, je ne peux pas comprendre. Donc, pour vous, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple qu'on donne aux jeunes parce que, quoi qu'on dise, c'est des idoles, c'est des modèles de la société. Et quand on se comporte comme cela, et ça, vous imaginez la classe sociale à laquelle ces deux appartiennent, et qu'en dira-t-on du simple citoyen lambda qui se trouve dans les quartiers ou au fin fond du Togo? Et donc, je me dis, cette question, c'est une question de conscience, de sensibilisation accrue, et avec le temps, discipline surtout, tout rentrera dans l'ordre. Oui, ce qu'il dit est très important. Je pense que dans les quartiers, les jeunes qui s'organisent pour jouer, je pense que j'en appelle à la force anti-Covid, parce que il ne suffit pas seulement de regarder seulement, parce que avant d'arriver dans ce studio, j'étais au feu rouge, j'avais enlevé mon masque pour essayer de voir quelque chose, et l'élément qui était à côté s'est approché de moi, il dit, est-ce que vous avez votre masque? J'ai dit, c'est ça. Il dit, ok. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a beaucoup. Mais qu'ils aillent, je sais que ils sont en nombre vraiment peut-être. Ils sont autour de 5 insuffisants, mais il y a dans les quartiers des jeunes récalcitrants qui les samedis ou les dimanches s'organisent pour jouer. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore, comme Magral le dit, levé les mesures barrières. Nous devons vraiment nous soumettre, nous devons respecter scrupuleusement ces mesures prises par le gouvernement, et c'est dans notre intérêt. Si on observe ces cas comme ça où, comme il le dit à l'université, où le président de l'université se permet, avec le directeur de l'ANVT, de se serrer la main, et si c'est à la télévision nationale, normalement, c'est vraiment, ça doit
On doit leur remonter les bretelles parce que c'est inadmissible. Et c'est pas parce qu'il est président de l'Université de Lomé ou directeur de l'AVT, ils peuvent se permettre des choses. Ça nous rappelle que beaucoup de personnes auraient souhaité que le chef de l'État portât lui-même la bavette pour envoyer le signal que c'est vivement recommandé. Et je rappelle que le Saint-Faute faisait entre-temps un plaidoyer pour que l'État décrète le port systématique des cache-nez comme mesure barrière. Sûrement que ces autorités-là nous suivent. En tout cas, on leur rendra compte. Autre inquiétude qu'on n'arrive toujours pas à éradiquer, c'est la corruption. Michel, vous y avez encore consacré un article à votre parution de ce jour. Voilà le vainqueur. Oui, on s'est posé la question de savoir jusqu'où ira la lutte contre la corruption avec le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Parce que vous savez, avec le Covid... moi je dis la Covid. Oui, les deux passent. Okay. C'est le Canada qui a réclamé là, sinon c'est lui qui passait. Ok. Avec l'arrivée du coronavirus... Avec l'arrivée du coronavirus, là l'article n'est pas important. Voilà. Donc les pays font face à des difficultés économiques. On a l'impression même que certains pays se referment sur eux-mêmes, et donc la situation pour tous les pays est compliquée. Et il faut quand même, au-delà du fait que nous avons des partenaires qui nous apportent des soutiens, qui nous apportent de l'aide, qui nous peut-être des partenaires financiers qui nous prêtent de l'argent et tout, mais nous avons le devoir de faire des efforts à l'interne dans la mobilisation des fonds, en évitant ou en empêchant certains citoyens de pouvoir se mettre plein les poches au détriment des populations. Et donc l'État a fait un effort à mettre sur pied la Cour des comptes, comment vous l'appelez, l'inspection générale d'État, nous avons le CENTIF, nous avons tout récemment. Nous avons surtout la Apulsia. Oui, c'est pourquoi j'ai dit nous avons tout récemment la Apulsia, mais tout ça là, lorsque vous observez comment ça se passe, la lutte n'est pas encore efficace. Le Togo perd des milliards, des dizaines de milliards toutes les années à cause de la corruption. Et donc, comment faire pour essayer de lutter davantage? C'est à cela que nous invitons le chef de l'État, puisque nous avons constaté que les rapports, par exemple, de l'inspection générale d'État, de la Cour des comptes, ces rapports sont là où on incrimine des gens, mais on ne cherche pas à vérifier, voir ils sont coupables ou pas. Vous voyez, Apulsia qui a envoyé les dossiers de la CAN 2013, 2015, je pense, 2013, au niveau du procureur de la République. Ça fait des mois. Il y a aussi la fameuse route Lomé-Vaughan-Enfin. Oui, voilà. Voilà ces dossiers-là qui sont dans les mains du procureur de la République. Ça fait des mois, jusqu'à présent, silence radio. Alors que sur les questions politiques, le procureur est vraiment se presse sur les questions politiques. Là, il est à l'aise pour aller rapidement. Même les diligences, même à 1h du matin, ils sont prêts pour ça. Alors que les criminels politiques, économiques, ils sont là. On demande à ce qu'on les inquiète pour voir réellement ils sont capables ou pas. À ce niveau-là, silence radio. C'est en cela que nous interpellons le chef de l'État à faire beaucoup d'efforts dans ce quinquennat qui n'est pas aussi aisé avec les effets du Covid-19 à vraiment accentuer la lutte contre la corruption. Et en cela, le procureur de la République, surtout le chef de l'État, devrait peut-être aller à l'école du Niger. Au Niger. Même le Congo-Brazzaville. Ouais. Je préfère le Niger. Okay. Le Niger où le président a diligenté une enquête sur ce qui ne lui paraissait pas clair. Dans la commande, la fourniture de matériel militaire. Chez nous, on dit ce n'est pas honte de copier ce qui se fait de bien chez votre voisin. Eh bien, le chef de l'État peut approcher son homologue Mahamadou Issifou pour savoir comment il a pu diligenter ces enquêtes-là qui font la une de l'actualité au jour le jour. On va finir avec la question de la réouverture que d'aucuns annoncent pour imminente de nos écoles. Aujourd'hui, Écho du Pays qui titre
reprise imminente des cours, mais le journal en appelle à la rigueur dans le respect des mesures barrières pour éviter le pire. On n'en est pas encore là, le gouvernement n'a pas sorti un communiqué clair dans ce sens, mais par contre on a des notes circulaires des ministres Taïrouk Babiet de l'enseignement technique et son collègue Acha Deji de l'enseignement général qui invite les inspecteurs, les directeurs et même les enseignants à se rendre sur les lieux de travail. Magloire, vous avez connaissance de ces notes circulaires? Oui, bien évidemment. D'abord, la première venant du ministre Bagbieb de l'enseignement professionnel, technique et professionnel, qui invitait donc les inspecteurs, les directeurs d'établissement et autres acteurs à prendre les dispositions qu'il faut afin de préparer la rentrée, en tout cas pas la rentrée mais la reprise des classes qui s'annonce incessamment. Et par après nous avons vu, en tout cas constater la sortie également du ministre Afo Deji Acha. Et hier mercredi ça a été effectif puisque les inspecteurs, les chefs d'établissement et autres personnels enseignants ont en tout cas opéré ce retour dans les établissements. Et c'est dire donc que la reprise des classes, elle va être incessante, quand bien même que on ne connaît pas encore une date fixe, mais on parle parce que le vendredi dernier, je crois, il y avait eu une réunion préparatoire entre le ministre, en tout cas entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation au Togo, et ils misaient soit sur le 8 ou le 15 je crois, mais aujourd'hui pour l'heure on n'a pas encore avancé une date fixe, qu'à cela ne tienne, vu tout ce qui se fait comme travail sur le terrain, il n'y a aucun doute, ça va reprendre très bientôt, mais comme vous l'avez dit, le plus important aujourd'hui, c'est les questionnements et les interrogations qui fusent de partout, comme nous l'avons écrit aujourd'hui. On sait qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour éviter d'abord la psychose et une large contagion lorsque la reprise des classes va être effective, notamment le port des bavettes. On a également émis l'idée de doter chaque établissement, n'est-ce pas, des thermoflash pour pouvoir prendre régulièrement la température et des élèves et des enseignants. La distanciation sociale qui implique qu'on éclate les classes et faire en sorte qu'il n'y ait pas au-delà de 30 élèves par classe. Tout ça. Mais selon la question, il a dit, si on éclate les élèves, pas plus de 30 par classe, où est-ce qu'on va trouver les enseignants pour les encadrer? Justement. Oui, c'est la question qui se pose. Mais vous savez, je pense qu'il y a des qualifications et des aptitudes dans lesquelles on recrute des enseignants dans la fonction publique et en même temps dans le privé. On se dit qu'un enseignant qui tient une classe de CM2 va continuer par occuper ses élèves. Mais on se dit aussi qu'un enseignant qui tient une classe de CM1 peut suppléer un enseignant qui tient une classe de CM2. Donc, je sais pas, je dis peut-être des choses qui peuvent être confirmées par des experts en pédagogie, parce que moi, je ne suis pas spécialiste en pédagogie. Et donc, ça, c'est des pédagogues qui vont véritablement nous dire, parce que en classe de troisième, le problème ne se pose pas parce qu'il y a plusieurs professeurs qui se succèdent, français, anglais et tout. Donc, on peut facilement programmer les heures. Mais pour les élèves qui ont des enseignants fixes, c'est-à-dire les élèves en classe de CM2, le problème se pose. Comment est-ce qu'on va pouvoir les gérer? Est-ce que on va porter des cache-nez pour enseigner? Est-ce que le professeur va mettre une bavette pendant toute la durée? C'est ce qu'on voit sur les écrans dans les écoles en France. Oui, après la reprise. Oui, mais des fois, est-ce que les élèves sont vraiment réceptifs parce que nous, déjà, quand on parle dans des bavettes, des fois, les gens n'entendent pas. Ici, c'est parce qu'on est au micro. Mais des fois, quand on voulait parler... C'est vrai qu'il y a des confrères, un peu par Michel, on a l'impression qu'il parlait depuis l'outre-tombe. Vous voyez, donc, dans nos classes, il n'y a pas la sonorisation, il n'y a pas de sonorisation. Et donc, si le professeur va se mettre à parler avec une bavette, vous comprenez, surtout quand c'est pas une bavette aussi, qu'une bavette, de fabriquer de façon artisanale, c'est encore plus compliqué. Et donc, bon, il y a beaucoup de paramètres à voir, mais de toutes les façons, il faut respecter les mesures barrières. C'est très important. Mais une mesure également que le gouvernement va devoir lever, si reprise des coûts il devrait y avoir, c'est le bouclage des zones.
on ne peut pas ouvrir les écoles et qu'on ne puisse pas passer d'une préfecture à une autre. Michel. Non, je pense que cela va avec. Si le gouvernement s'engage à rouvrir les écoles, ça veut dire que il doit prendre des dispositions pour que ces bouclages de zones-là, qu'on en mette fin. Et d'ailleurs, vous savez que courant janvier-février, il y avait des funérailles vers le nord, chez nous. Oui, c'est la saison des funérailles traditionnelles en pays kabyle. Voilà. Il y a des paysans qui ont quitté ici, qui se sont retrouvés pour les funérailles et le confinement. Ils sont bloqués là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura, malgré tous les efforts du ministère de l'Agriculture, il peut avoir baisse de la production agricole. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas en mesure de pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Il y a un auditeur qui disait hier que lui, par prudence, il a envoyé ses enfants au village, hors de Lomé, et il se demandait comment la reprise peut se faire si on ne lui permet pas de faire revenir les enfants. Donc, il revient au gouvernement d'étudier, de voir. Je pense que tous ces aspects-là, ils vont en tenir compte pour lever donc ces bouclages de zones-là pour permettre la circulation. Merci. Mais rappelons que le virus est toujours là et que la vigilance doit toujours être de rigueur. Il est 12 heures. Nous avons pioché un peu 2 minutes sur votre temps, vous nous en excusez, mais un petit moment de souffler un peu et vous entrez en ligne sur le 22 21 33 74. Eh bien, chers amis auditeurs, votre heure a sonné. Nous vous écoutons pour vos questions, vos commentaires, vos apports. Le premier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Noé depuis Agoué. Oui, allez-y, monsieur Noé. Je voudrais saluer tout le plateau et répondre à la question, à l'inquiétude de l'homme. Oui. Et par rapport, moi je suis pour le primaire. Demandez à vos enfants de faire un peu silence, s'il vous plaît. Oui, voilà, pour le primaire, tout enseignant du primaire a la capacité de passer dans toutes les autres classes. Même que tu sois au CI, tu peux passer aussi au CM2. Okay. Donc là-bas, il ne se pose pas un grand problème comme ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vous saluez vos enfants autour de vous. Merci. L'auditeur suivant déjà en ligne. Bonjour. Pas encore. Donc, Elam, vous avez je présume que notre auditeur doit être de la fonction enseignante et qu'il parlait de ce qu'il sait, de ce qu'il sait bien. Oui, si c'est comme ça, donc le problème ne se pose pas. Donc, ça veut dire que les enseignants peuvent facilement intervenir dans les classes d'examen. Donc, c'est au fondateur maintenant et à l'administration publique de nous situer par rapport à ça. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, Sas, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Oui. Allez-y. Je voudrais vous dire que les masques ont commencé à tomber là. Je ne parle pas des bavettes, je parle d'autre chose. Oui. Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous voyez, c'est ici que nous sommes, comme on le dit vulgairement, et le chef de l'État, lors des cérémonies, d'une cérémonie plus précisément, dont vous allez vous rappeler, il n'avait pas porté de bavettes. Et on a fait la remarque aux journalistes qui étaient là-bas. Mais on a trouvé parmi vous des gens pour le défendre, pour lui trouver des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, c'est le tour du professeur Kokoroko et on a encore fait la remarque bien faite d'ailleurs, mais lui n'a plus trouvé de défenseur. Et ça me surprend, il n'y a plus personne pour dire que Kokoroko aussi a le droit de le faire pour telle raison comme on en a trouvé pour le chef de l'État. Mais vous avez écouté qu'on a rappelé au chef de l'État que les Togolais souhaiteraient qu'il portât lui-même la bavette pour donner l'exemple. Il y a quelqu'un parmi vous qui l'a défendu bec et ongle, et avec des circonstances atténuantes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire partie qu'il n'y a plus personne pour défendre Kokoroko. Alors, de quoi faire se rappeler de cette pièce-là, les animaux malades de la peste, vous vous rappelez? Mais en même temps, l'autre vous dira aussi, les événements se succèdent mais ne se ressemblent pas. D'accord. Merci, monsieur Maglo. Eh bien, nous attendons le prochain auditeur qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Saz. Oui, c'est monsieur Augustin de Nicaragua. Oui, allez-y. Je veux parler à propos de la reprise des classes. Ceux qui sont au Ghana, au Bénin, qui vont traverser pour rentrer, je veux parler à propos de ça.
il faut que le gouvernement fasse un programme, comment appelle-t-on, des ministres. Chade, notre ami, n'a pas pu vider sa panse, mais sûrement qu'il va revenir. Mais en attendant, nous avons déjà un autre auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Pardon? Oui. Oui. J'ai appelé hier pour appeler ça. Oui, je me rappelle. Donc, je participe à l'émission pour la deuxième fois. Oui. Je salue ça. Je salue tout le plateau. Merci. Ouais, je me réjouis que tous les acteurs politiques envoient un hommage humble à Maître Agbeibon. Mais je me rappelle à ce débat, les gens l'ont critiqué amèrement. Avec c'est lui qui a obtenu le droit pour que les expatriés puissent rentrer pour assister aux travaux de la conférence nationale souveraine. Donc, je suis quelqu'un, et je demande simplement à tous les acteurs politiques. Partant, il faut qu'ils soient associés à tous ceux qui défendent l'intérêt de la politique, l'intérêt de la démocratie autrement. Je rends hommage à la famille Agbeibon et je demande si c'est une chanson de Alpha Blondy. Il dit, je demande pardon. Si c'est propre, vous me jouez cette chanson à la fin de l'émission. Les techniciens vont chercher cette chanson qu'ils vous joueraient éventuellement quand nous aurons quitté le studio. Merci, monsieur Corsigan. Ok, en attendant le prochain auditeur déjà en ligne. Bonjour. Allô. Merci. Oui, l'auditeur suivant. Bonjour, Fas. Oui, c'est monsieur. Bonjour, le plateau. Oui. C'est monsieur Richard depuis le Danemark. Richard, notre ami depuis Copenhague. Oui, okay. Bonjour le plateau, bonjour mon grand frère Sadia. Oui, Michel salue notre ami Richard depuis Copenhague. Salut mon frère. Oui, allez-y Richard. C'est pour... Je félicite les médecins du Togo parce que ils ont fait beaucoup de travail par rapport à la COVID-19. Si je veux parler de mon pays d'accueil, je dirais, le Danemark, nous avons enregistré plus de 500 décès au Danemark et que le Togo a pu enregistrer que 13 décès. Mais attention, c'est pas fini, c'est pas encore fini. Oui. Mais je pense que le Togo a fait beaucoup d'efforts. Et puis, par rapport à cela, je demanderai au chef de l'État qu'il puisse faire cet effort contre le paludisme et la pauvreté aussi. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté tue chaque 16 minutes, ça tue une personne en Afrique. Et plus de 20 personnes meurent du paludisme par jour. Plus de 20 personnes meurent du paludisme. Donc, en somme, vous demandez au chef de l'État de déployer la même énergie contre la faim, contre la pauvreté, contre le paludisme qu'il le fait contre la COVID-19. Pour le faire contre. Et puis, il y a aussi, la corruption va de pair avec la pauvreté. Quand la population est tellement pauvre, la corruption, elle est difficile d'être éradiquée. Mais du moment où il y a le minimum pour la population, je pense la pauvreté, la corruption aussi peut être facilement partie. Parce que ça va de pair. Merci beaucoup, Richard, pour votre présence à nos côtés depuis Copenhague au Danemark. La technique maintenant, déjà un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est ça. De Copenhague, nous atterrissons à Moutiévé. Avec Papa Sodjiné. Oui, c'est Papa Sodjiné. Oui, allez-y. Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Le constat que moi je fais, que vraiment, notre couvre-feu n'est pas lieu d'être, puisque quand moi je fais le bilan, on a beaucoup perdu dans le couvre-feu que de gagner. Sinon, on a perdu beaux dames, et il y a beaucoup de cambriolage. Et donc, tout le monde reconnaît l'existence de la pandémie de Covid-19, mais les mesures barrières sont vraiment importantes
Mais le couvre-feu là n'est pas lieu d'être. Merci. Je vous en prie, le gouvernement et le ministre de la Sécurité évalueront le couvre-feu et compareront leur bilan avec celui de notre ami Papa Sodjiné. Le suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui. Comment vous allez? Comme vous nous écoutez. Ok. C'est monsieur? Paul. Oui, allez-y Paul. C'est au sujet de la reprise des cours. Et au sujet de cette reprise, hier, un de vos collègues disait que les élèves peuvent aller aux examens avec les enseignements qu'ils ont eus. Et que le reste n'est que bourrage. Alors là, ça ne fait pas plaisir parce que tout le cabinet, le personnel, les inspecteurs, tous les programmes qu'ils ont fait, ce n'est pas pour bourrer les élèves. Vous avez rappelé ce que le confrère avait dit, mais vous avez dû compléter avec la réponse que les autres journalistes lui ont faite. Le plateau n'avait pas admis unanimement ce que le confrère avait avancé. Ok, sinon, c'était pas bien de dire des trucs comme ça. Ce n'est pas bourrage, c'est un programme qu'on fait. Bon, maintenant, deuxième sujet, vous avez dit ce matin que faute d'hôpitaux adéquats, Eden Kodjo et Agbouibor j'ai rappelé le titre d'un journal. C'est un journal qu'il a écrit, que j'ai donné le titre du journal. Voilà. Et je crois que ça aussi, c'est pas bien. On sait que nos hôpitaux n'ont pas ce qu'il faut, mais malgré qu'ils sont allés dans des hôpitaux adéquats, ils sont décidés, on regrette quand même. C'est pas bon de dire n'importe quoi. Merci, je vous en prie, cher ami. La technique m'annonce. Non. Oui, Michel? Non, quand il dit c'est pas bien de dire n'importe quoi, mais je ne pense pas que c'est bien séant de sa part de dire des choses comme ça. Parce que le constat que nous avons fait, la plupart de ceux qui nous gouvernent, ou ceux qui sont dans l'opposition, qui sont nantis, quand ça ne va pas, ils se retrouvent aux États-Unis ou bien en Europe pour des soins. Pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que à ces endroits-là, le plateau technique est beaucoup plus élevé que ce que nous avons ici. Et ils risquent de mourir s'ils restaient ici. Et même s'ils sont morts actuellement là-bas, mais peut-être le temps qu'ils ont pris pour mourir, si c'était ici, ils allaient mourir plus tôt. Donc il faut dire à ces gars-là de ne pas dire que nous racontons n'importe quoi. Oui, par exemple, je pense le cas du Maroc, où le roi a obligé ses ministres à se soigner au pays. Vous connaissez le cas du Ghana sous Djedje Rawlings, où il avait obligé ses ministres à se soigner au pays. Et donc, si le président donne instruction à ses collaborateurs de se soigner au pays, lui-même a pour obligation d'améliorer le plateau technique de façon à ce que tout le monde puisse véritablement se... Mais si le président doit interdire à ses ministres d'aller se soigner à l'extérieur, il faut que l'exemple commence par lui-même. Oui, ça veut dire qu'eux-mêmes se soignent au pays. Par exemple, aujourd'hui, si on veut faire des évacuations, les gens recommandent le Maroc. Des évacuations sanitaires en Afrique, les gens recommandent le Maroc. Djedje Rawlings avait l'habitude de se soigner à l'hôpital militaire d'Accra. Et donc, vous voyez un peu, si le président donne l'exemple et demande à ses ministres de le faire, ça le motive à faire plus. Pour améliorer. Et pour cela, il faut que nous ayons des hôpitaux qui nous rassurent du plus petit au plus grand. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, mes directeurs, monsieur Sass. Il y a longtemps. Notre cher ami. Oh oui, votre cher papa. Notre cher papa, oui. Merci beaucoup. Vous savez, je ne suis pas le défenseur des professeurs présidents Kokoroko. C'est des enseignants, des pédagogues, psychologues. Il y a eu un réflexe, je ne les défends pas. Donc, nous voudrons je voudrais vous prier de leur pardonner. Non, nous leur pardonnons, mais nous évoquons quand même que le président Kokoroko et le directeur de la NVT, ils ne portaient même pas de bavette et ils se sont salués les mains et ça peut être perçu auprès de l'opinion comme si les grands le font comme ça, nous aussi les petits, on peut les imiter. Merci, si c'est bavette, d'accord, mais c'est sérieux. C'est un réflexe. Il n'y avait pas de bavette, ils se sont serrés la main nue encore. Merci. Au moins, s'il avait porté des gants, on pourrait. Merci beaucoup. Merci, papa. Bon, celui qui est venu pour les reprises, mon directeur, il semble que vous avez enseigné avant d'être là-bas. Les bavettes, quand vous parlez, sur le plan audition, il y a un champ vocal qui est réduit.
Ça, c'est ça. Au niveau des professeurs comme des élèves. Deuxièmement, quand vous enseignez à l'école primaire, CP1, CP2, C1, C2, CM1, CM2, c'est des cours, des choses. Et celui qui est habitué à enseigner au CM2, au C2, mon directeur, c'est difficile qu'il passe au CP1. Nos enseignants, excusez-moi, ce n'est pas des injures, c'est la routine, l'habitude. Comment enseigner celui-là, revenir enseigner une leçon de langage, une leçon de lecture, une leçon du milieu? Il est difficile, il faut que vous revoyez, le gouvernement revoie cette situation. Le maître ne peut pas dire que parce que c'est à l'école primaire et le collège ou bien le lycée, ils sont choses. Non, c'est difficile. Il faut qu'il s'adapte. Merci beaucoup. Je pense que l'homme qui développait ça s'est référé aux ministres et aux experts en pédagogie au sein des ministères et des écoles privées. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur Bankole. Bankole, oui. Oui, je salue tout le monde. Je voudrais rendre hommage aux illustres disparus et dire que nous avons connu le père de l'indépendance, nous avons connu aussi le père de la nation, et à mon humble avis, que Agboyibod reste le père de la démocratie au Togo. Et je voudrais intervenir aussi par rapport aux propos d'un de vos confrères qui a parlé de révolution des partis politiques entre guillemets. Oui. Au même moment, il doit savoir que ce qu'on offre à la jeunesse togolaise ne lui permet pas de prendre cette relève. Quel genre d'emploi on offre à la jeunesse togolaise, si ce n'est mettre 1001 motos en circulation, les transports et autres là. Voilà les emplois qu'on offre aux jeunes togolais. Et vous pensez que c'est avec ces maigres moyens-là qui prendront la relève des partis politiques, qui prendront la tête des partis politiques? Ce n'est pas possible. Il faut repenser la chose autrement. La jeunesse veut bien. Nous avons perdu d'illustres personnalités, à l'instar de Edem Kodo, à Goulibor. On se pose la question aujourd'hui, que deviendront ces partis politiques-là? Merci. En tout cas, vous nous rejoignez dans nos préoccupations sur l'avenir des partis politiques après le départ de leur dinosaure. Merci. Et je viens à l'instant même d'apprendre sur le site du média en ligne Togo Breaking News que le gouvernement a rendu hier mercredi 3 mai des hommages à Maître Yaovi Agboyibor. C'est cette dépêche de Togo Breaking News que je découvre à l'instant. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pelé. Pelé, allez-y. Oui, je salue le plateau. Et je voulais saluer aujourd'hui Michel Tchandia, qui était toujours le porte-parole de ce gouvernement aujourd'hui, et qui demandait surtout les enquêtes depuis les temps immémoriaux. Je voudrais dire seulement que quand on crée une commission d'enquête, c'est pour dire qu'il n'y a pas la justice dans ce pays. Parce qu'on a déjà créé cette commission à Plusia qui a tout fait et connaît tout. Et que même le président de la République est le chef garant de la continuité qui peut exercer sa force pour arrêter ces gens-là. Cher ami Pelé, je pense que vous allez de confusion en confusion. Il est difficile de vous comprendre aujourd'hui, vous en excusez. Et il est 12h20, on va devoir arrêter aussi, tout en vous témoignant encore notre gratitude pour votre fidélité d'écoute, votre attention au club de la presse. Mais Michel, l'ami Pelé semblait dire que vous étiez hier l'avocat du gouvernement. Il s'étonnait que vous interpelliez le même gouvernement sur les suites des affaires de corruption. Mais je ne sais pas sur quelle base il est dit que hier j'étais en position par rapport à la corruption,
à la lutte contre la corruption est restée la même. Je n'ai jamais... Tu sais, il y a des auditeurs qui pensent que de là où ils sont, ce qu'ils pensent là, on vient ici, on va le dire, pour les faire plaisir. Non, nous avons nos analyses à faire. Il peut ne pas se retrouver dans mes analyses, je m'en fous éperdument. Moi, ce qu'il pense, il le pense. Ce que je pense, je le pense. C'est à lui il peut se faire des idées comme il le pense, mais moi, je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Quand je vois quelque chose, j'attire l'attention du gouvernement. Quand je vois que ça c'est bien, je le dis, le gouvernement fait si bien, et je ne cesserai jamais de le dire. Merci. Juste rappeler que la démocratie, c'est une suite ininterrompue de débats contradictoires. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est ça même qu'il faut. Il faut avoir des positions contradictoires pour que le débat s'élève en conséquence. Là, les auditeurs sont revenus sur la reprise des cours, mais avec beaucoup plus d'inquiétude. Oui, il faut que le gouvernement commence à rassurer les parents d'élèves. Parce que jusque-là, il n'y a aucune communication. C'est vrai que la plus grande communication, c'est sur les réseaux sociaux. On lit des communiqués, des ministères, etc. Mais officiellement, aucun ministre n'a encore pris la parole. Il n'y a pas de discours officiel allant dans le sens d'une communication vis-à-vis des acteurs de l'éducation, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, les pédagogues, les fondateurs d'écoles privées, etc. Et donc, on attend, parce que là, on est à la date du 4 juin. Si la rentrée ou la reprise, c'est le 8, on est à 4 jours. Quand est-ce qu'on va démarrer une communication ou une pédagogie pour rassurer tous les acteurs de l'éducation, y compris les enseignants, comme les élèves, comme les parents d'élèves, pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Et là, c'est ce qui fait que tous les parents s'interrogent. Et vous avez constaté que les étudiants ont posé beaucoup plus de questions sur cette reprise, parce que les gens ont véritablement envie de savoir. Les gens sont curieux. Mais on regrette quand même qu'à ce jour, au niveau de ces deux ministères, il n'y a pas encore une communication intense qui se fait par rapport à cette reprise. Magloire, on a l'impression que le gouvernement est en train d'avancer prudemment par tâtonnement, peut-être prendre le pouls de la population pour savoir la façon la plus idoine de réouvrir nos écoles. Ben, je crois quand même que c'est vrai, ils ont leur manière de mener les démarches qu'il faut, mais le constat que nous faisons, nous l'avons écrit d'ailleurs dans notre parution du jour, c'est que la reprise des classes annoncée n'est pas unanimement pour le moment appréciée ou adoptée par l'ensemble de ces acteurs-là. Aujourd'hui, il y a des enseignants, il y a des parents d'élèves, il y a même des élèves qui ne pensent pas reprendre les cours dans les conditions actuelles. Et c'est pour ça que moi je me dis, il faut adopter une démarche explicative et de sensibilisation envers tous ces acteurs-là, pour les rassurer d'abord, parce que quand on parle de reprise des classes, vous supposez qu'il s'agit des élèves, des enseignants. Eux tous viendront d'horizons divers, de familles différentes. Vous imaginez les mots de contamination dans le cas d'espèces. Un enseignant qui arrive à l'école, vous ne savez pas d'où il vient, d'où est-ce qu'il est passé avant d'arriver. Si les mesures ne sont pas prises véritablement pour éviter que en tout cas, il y ait contagion, je crois que ça ne va pas être bon la suite. Par exemple, l'autre interrogation, c'est que au niveau des classes de passage, on ne dit rien du tout, on ne dit rien par rapport à ça. On oriente le débat beaucoup plus vers les classes des armées, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'à Lomé, par exemple, un exemple typique, à Lomé, il y a des élèves qui habitent de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire vers le Ghana. Au Ghana, c'est pas vers. Voilà, au Ghana, et qui viennent à Lomé chaque matin pour aller à l'école. Et vice-versa. Et vice-versa, il y a des Togolais aussi. Par exemple, quand vous prenez Casablanca, derrière le collège protestant, beaucoup d'enfants là-bas dans ce quartier vont à l'école de l'autre côté au Ghana. Ah oui, ça dépend de chaque parent, de ce qu'il a pour ambition, en tout cas comme ambition pour son enfant. Et donc, quand on sait que les frontières sont fermées pour l'heure, je me demande, est-ce qu'on a pris tout le temps de mûrir cette reprise-là avant d'enclencher le processus? Mais tout compte fait, les questionnements sont toujours là, et je crois que ça va inciter le gouvernement à repenser encore ces actions et à faire en sorte que il y ait adhésion totale autour de cette reprise. Bien, reprise prochaine des classes au Togo entre inquiétude et interrogation. Nous espérons que le gouvernement nous rassure avant que nous puissions envoyer nos enfants à l'école. Oui, il faut que le gouvernement
rassure. J'ai l'impression que si jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué clair que la rentrée c'est pour telle date, c'est sûr qu'ils sont en train de vouloir... Ils avancent sur la pointe des pieds. Voilà, ils sont en train de prendre... Parce que dans l'opinion, ce que nous apprenons, c'est qu'il y a des parents qui hésiteraient à envoyer les élèves à l'école. Même en France, des parents ont refusé d'envoyer les enfants. Si les conditions, le gouvernement ne clarifie pas très bien les conditions dans lesquelles cette reprise sera faite. Et il y a actuellement aussi des enseignants qui sont pris dans les bouclages un peu partout. Si le gouvernement ne ferme pas, ne lève pas, j'allais dire, les restrictions de voyage, ça va aussi poser un problème. Bagor le disait, ce n'est pas seulement à Koudiouviakopé ici, ou à... J'ai donné l'exemple la dernière fois de Yipa Dafo, d'Andaï, où la plupart des élèves, c'est où Ghana ils fréquentent. À midi, j'ai dit à midi, à 14h, 15h, puisque comme le Ghana ne fait que les cours continuent, tu les vois revenir. Avec la fermeture des frontières, comment est-ce que ces élèves-là pourront... Autant d'interrogations. Il ne fait pas beau d'être ministre des enseignements primaires, général et secondaire et technique aujourd'hui. Mais Taïrou Babieg et Afo Dafo et Atchadeji, avec tous leurs collaborateurs, sauront trouver la solution la moins mauvaise à défaut de la meilleure. Maroua Teko Kenvi, votre carton de fin d'émission? Si carton il doit y avoir à mon niveau, c'est un carton vert, un carton d'encouragement à un confrère. Il s'appelle Long Pogo. Il vient de lancer un site d'information spécialement dédié aux communes, notamment, en tout cas, l'intitulé du site, c'est Écho des communes. C'est pour pouvoir allumer les projecteurs sur l'ensemble des 117 communes avec les différentes activités. D'un Elom à un autre Elom. Elom a dit, votre carton de fin d'émission? Je n'ai pas de carton. Vous passez? Je passe, mais je souhaiterais qu'au niveau de notre route, là, de CB, on CB puisse faire quelque chose. Michel Tchadja Non, pas de carton. Je vais juste dire bonjour à tous ceux qui ont eu la peine de nous suivre. Merci. Nous l'avons annoncé depuis lundi et demain ce sera fait. Émission spéciale en hommage à Maître Agboibo. Voilà, nous vous attendons en ligne demain lorsqu'il sonnera midi, peut-être même un peu moins. Rendez-vous demain donc si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.